Paix sur vous. Donc aujourd'hui, je vous propose de lister et d'expliquer rapidement quelques lignes directrices générales pour une perte de poids durable sans trop souffrir. Voici un sommaire abrégé des différents leviers de la perte de poids que je vais développer. 1. La sécrétion d'insuline. Ensuite, la taille de la fenêtre alimentaire, la consommation énergétique, la qualité de l'alimentation, la qualité du microbiote et de la fonction digestive, la gestion du stress, la qualité du sommeil. Premièrement, il faut savoir que bien souvent la prise de gras n'est pas la conséquence directe de la consommation de graisse, mais plutôt liée à la sécrétion d'insuline, qui est liée au métabolisme du glucose, des lipides et des protéines. C'est cette insuline qui est aussi mise en jeu dans les états diabétiques et même prédiabétiques comme la résistance à l'insuline. L'insuline est une hormone produite par le pancréas qui permet de maintenir la glycémie à des valeurs normales. L'équilibre au niveau du taux de glucose sanguin fait intervenir l'insuline pour le stockage et une autre hormone appelée glucagon qui permet de libérer des réserves de glucose dans le sang. Lorsque le taux de glucose dans le sang augmente suite à la consommation de sucre simple ou complexe digéré, le pancréas libère de l'insuline dans le sang comme signal pour que ce glucose soit utilisé ou stocké sous forme de glycogène dans des cellules hépatiques ou musculaires ou sous forme de graisse dans les cellules adipeuses ou adipocytes. De manière générale, si on consomme trop de sucre, on va augmenter anormalement la glycémie du sang. Ce glucose, au lieu d'être utilisé directement ou stocké sous forme de glycogène par le foie et les muscles, ce glucose excédentaire va être stocké sous forme de graisse, de lipides donc, dans des cellules graisseuses ou adipocytes. Cette graisse peut devenir de la graisse viscérale qui va rendre le métabolisme énergétique moins efficient. Il s'agit d'une forme de graisse gélatineuse qui s'enroule autour des principaux organes, notamment le foie, le pancréas et les reins, et qui est corrélée à des troubles cardiovasculaires et au cancer. Et si cette glycémie est trop haute trop souvent, par trop de repas trop sucrés, ça peut même provoquer de la résistance à l'insuline ou insulinorésistance, où les cellules chargées de stocker l'énergie finissent par avoir besoin de plus d'insuline pour faire leur travail. Le risque est qu'à l'extrême, après avoir produit trop d'insuline, le pancréas se mette en panne, entre guillemets, et arrête de produire de l'insuline. C'est le diabète de type 2. Le taux de glucose sanguin n'est alors plus régulé et peut rester très haut. Lorsque le taux de glucose sanguin est trop élevé, il y a ensuite des risques de lésions des organes, des risques de développement de troubles cardiovasculaires et même de cancer. Donc, en résumé, consommer trop de sucre, plus que nos besoins énergétiques, va à court terme entraîner la formation de graisse dans les adipocytes. Ces graisses peuvent finir par être stockées à proximité des organes, ce qui est appelé graisse viscérale et perturbe encore plus le métabolisme énergétique et met en danger la santé. Et si cette hyperglycémie est trop fréquente, les cellules musculaires et hépatiques stockant le glycogène pour les besoins rapides d'énergie finissent par avoir besoin de plus d'insuline pour faire leur travail, ce qui pousse le pancréas à augmenter son activité jusqu'à un point où il pourrait finir par défaillir, ce qui signifierait l'apparition de diabète de type 2. Concrètement, après ces explications assez théoriques, on va donc essayer de réguler la production d'insuline en limitant les sucres simples dans l'alimentation, c'est-à-dire en limitant au maximum les sodas et même en n'en consommant pas du tout. J'ai d'ailleurs réalisé une autre vidéo pour se libérer progressivement de l'addiction au soda qui se trouve dans la description de celle-ci. Donc ensuite, pas de produits industriels ultra transformés et riches en sucre comme les gâteaux, les snacks sucrés, les snacks en général, et même les plats préparés où la mauvaise qualité organoleptique des ingrédients est souvent masquée par du sucre. On va limiter au maximum les pâtisseries et autres produits saturés en sucre simple comme le glucose. Pas de produits à base de maltodextrine ou de dextrose. Le dextrose est une forme de glucose souvent produite à partir d'amidon de maïs transformés très néfastes en général. On trouve aussi parfois sur les étiquettes la notation glucose et fructose à la place de dextrose. On a vu que le glucose peut provoquer à terme la résistance à l'insuline, mais l'abus de fructose est dangereux également, surtout si c'est du fructose libre, comme celui utilisé dans l'industrie alimentaire, qui est comme prédigéré. Il n'y a donc pas une assimilation progressive mais brutale. Le sucre des fruits se trouve dans la matrice naturelle des cellules des fruits. Son assimilation se fait progressivement lors de la digestion de cette matrice naturelle du produit. Dans tous les cas, la consommation excessive de fructose peut amener à la stéatose hépatique non alcoolique, appelée communément foie gras, et même des troubles pires sur le long terme comme la fibrose, la cirrhose ou même finalement le cancer du foie. On va aussi limiter les sucres complexes à nos besoins en consommation d'énergie. Par sucre complexe, j'entends riz, céréales, pain, pâtes, pommes de terre. Et on va aussi limiter le nombre de repas pour réduire la fréquence des pics d'insuline et essayer de rétablir ainsi une sensibilité cellulaire à l'insuline. Bien sûr, pour ces mêmes raisons, on va supprimer les grignotages. Et on pourra aussi éventuellement utiliser des produits hypoglycémiants dans des mesures raisonnables comme la nigelle ou la berbérine. J'envisage de faire des vidéos dédiées à chacune de ces plantes exceptionnelles.
Ensuite, lorsqu'on va manger des fruits, on va les choisir riches en fibres ou les accompagner d'aliments gras comme des noix, amandes, noix de cajou, pour ralentir l'entrée des sucres dans le système sanguin en temporisant le passage du bol alimentaire dans l'estomac, et ainsi les faire rentrer de manière progressive et limiter ainsi l'intensité du pic d'insuline. Pour les fruits, il faut savoir qu'ils contiennent du fructose et du glucose dans des proportions variables, et que le fructose est traité directement par le foie, là où le glucose passe par le sang, et la régulation par l'insuline, comme nous l'avons vu. Il est donc important, du fait de la concentration en fructose, de ne pas abuser des fruits, en particulier en cas de faiblesse hépatique, de faiblesse du foie donc. On va supprimer les huiles de graines comme celles de tournesol et de soja, trop riches en oméga 6 inflammatoires, qui sont néfastes pour la fonction intestinale et dans la résistance à l'insuline. On va favoriser l'huile d'olive extra vierge et éventuellement d'autres huiles comme celle de noix ou d'avocat, mieux équilibrées sur la balance oméga 6, oméga 3. Les oméga 3 sont des acides gras très importants pour le système immunitaire, l'équilibre hormonal et la santé cardiovasculaire. Voilà pour la première partie qui est centrale, la sécrétion d'insuline. Avant de continuer, merci pour vos likes, pour vos feedbacks et de vous abonner pour améliorer la visibilité de la chaîne. Deuxièmement, pour la perte de poids durable, on va pouvoir travailler sur le rétrécissement de la fenêtre alimentaire. Ça permet de réguler et de contrôler plus facilement ce que l'on mange. Si on n'a pas de problème de santé majeur, on doit pouvoir faire le TRE ou Time Restricted Eating en 16-8 assez facilement. On va donc limiter la consommation de nourriture à une fenêtre de 8 heures d'affilée par jour, voire 6 heures, voire moins. À l'extrême, il y a des régimes populaires comme OMAD, One Meal a Day, un repas par jour en anglais, qui peut être adapté aussi à certains. Le reste du temps, on ne consommera que de l'eau ou des boissons sans calories comme le thé, le café, éventuellement de l'eau légèrement citronnée. Généralement, on va arrêter de manger après le repas du soir, mettons 20 heures, puis on attend une période de 16 heures, ce qui nous amène aux alentours de midi. Au final, ça revient à sauter le petit déjeuner. Il faut savoir que la promotion du petit déjeuner n'est pas scientifique. À la base, c'est une opération marketing de propagande menée par Edward Bernays, le neveu de Freud et grand-oncle paternel de Mark Randolph, cofondateur de Netflix. À la base, c'était pour vendre du bacon, traditionnellement utilisé aux États-Unis avec les œufs le matin pour faire des œufs au bacon, pour ainsi défendre les intérêts du lobby de l'élevage porcin aux USA. Sans trop développer le sujet, le même Bernays, qui a écrit l'ouvrage Propaganda, a aussi mené des opérations de manipulation pour orienter l'opinion publique en faveur du lancement de certaines guerres. Il a utilisé le levier du féminisme naissant pour inciter les femmes à fumer en mettant en scène des militantes féministes lors d'une manifestation médiatisée du dimanche de Pâques à New York en 1929. Pour en finir avec le TRE, Time Restricted Eating, il y en a qui préfèrent manger plutôt le matin ou en début d'après-midi, puis de jeûner le soir et la nuit. Mais ça me paraît plus difficile car la faim risque d'apparaître lorsqu'on va vouloir dormir et ça va contrarier le sommeil et le repos qui sont primordiaux. Si le 16h-8h vous paraît trop difficile, on peut agir progressivement. Commencez par attendre 12 heures sans manger après le repas du soir avant de faire un premier repas. On fait ça pendant quelques jours, puis 14 heures sans manger, puis 16 heures. Le Time Restricted Eating, ou restriction de la fenêtre alimentaire ou période alimentaire, va permettre d'amener le corps à rentrer progressivement en cétose, qui est un état métabolique où au lieu d'utiliser du glucose pour s'alimenter en énergie, il va utiliser les graisses stockées et en faire des cétones pour alimenter les muscles et même le cerveau. En plus de ça, va se mettre en place un mécanisme dit d'autophagie, c'est-à-dire où le corps consomme ses propres cellules défectueuses ou bien nettoie les déchets métaboliques qu'elles contiennent pour se régénérer et les recycler sous forme de nutriments utilisables. Cela permet même au corps de consommer des cellules potentiellement cancéreuses et donc d'éviter des cancers à terme. Et ça peut aussi réguler les problèmes intestinaux ou du côlon chronique. Des études mettent en avant le fait que le jeûne sec, c'est-à-dire sans eau, va accélérer encore l'apparition de l'autophagie. Le TRE est un jeûne hydrique où l'on consomme des liquides et on restreint uniquement la nourriture. L'autophagie est aussi ce qui peut se produire lors du jeûne religieux du mois de Ramadan, où, malgré la durée relativement courte de jeûne, le fait que ce soit un jeûne sec peut accélérer l'apparition du mécanisme autoréparateur d'autophagie. Pour en revenir au TRE, ça va laisser au corps le temps de nettoyer le système digestif et d'en réguler le microbiote. Le microbiote est l'ensemble des bactéries, champignons, levures ou même virus qui contribuent à la digestion et à l'assimilation des nutriments alimentaires et à l'immunité intestinale. On va donc pouvoir améliorer par la restriction alimentaire les états de dysbiose où l'équilibre symbiotique entre les différents microbes du système digestif est rompu. Alors on peut aussi limiter le nombre de repas en faisant un repas le matin et un le soir, mais dans ce cas, il semble que le bénéfice de l'autophagie serait perdu car elle n'aurait pas le temps de se mettre en place.
Avant de continuer, merci pour vos likes et de vous abonner si vous voulez recevoir les notifications des prochaines vidéos de la chaîne. Troisièmement, comme la perte de poids est aussi influencée par la consommation d'énergie, et en particulier par un déficit calorique, c'est-à-dire d'utiliser plus d'énergie que ce que l'on ingère, je vous conseille d'essayer de marcher suffisamment, autour de 2 heures par jour si possible. Alors bien sûr, il faut avoir le temps, mais on peut aller faire ses courses quotidiennes à pied, ou profiter du temps de marche pour écouter un podcast ou autre chose. Il y a aussi des tapis de course en intérieur, certains tapis mécaniques sont très peu chers. Il faut se rendre compte que marcher 10 000 pas par jour, c'est beaucoup plus facile que de courir 30 minutes par jour, car ce n'est pas épuisant et destructeur pour les articulations. On peut marcher même lorsque l'on est en surpoids important, on ne transpire pas autant, on peut donc le faire tous les jours. Et ça permet de consommer un nombre non négligeable de calories, entre 400 et 500 kilocalories pour 10 000 pas. On va essayer de faire de l'exercice intense régulièrement, 15 à 30 minutes, 2 à 4 fois par semaine, type HIIT, High Intensity Interval Training, musculation, calisthenics, athlétisme, sprint. Ce type d'exercices physiques peuvent aider à réduire les niveaux d'insuline dans le sang et améliorer la sensibilité de l'organisme à l'insuline. Et ils permettent d'entretenir la santé cardiovasculaire. Ils permettent aussi d'augmenter la masse musculaire et donc la proportion masse musculaire sur masse grasse, ce qui entraîne un degré de consommation énergétique plus important. En gros, plus la masse musculaire est importante et majoritaire par rapport à la masse grasse, plus la consommation énergétique de base, dite basale, et aussi pendant l'effort, est importante. Ce type d'exercice d'explosivité, de force et de résistance musculaire permet aussi d'augmenter la sécrétion de testostérone, qui influe aussi sur le rapport masse maigre sur masse grasse. Cela permet aussi de faire baisser le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress. Et en diminuant le stress, on va faciliter le sommeil. Or, un sommeil suffisant et de qualité est aussi très important pour ne pas stocker trop de graisse. Je pense faire une vidéo spécifique sur le sommeil plus tard. Il y a aussi l'exposition au froid, les douches froides, qui ont semble-t-il un effet hormonal positif, mais ça ne sera pas développé ici. Quatrièmement, l'alimentation en tant que telle. On va essayer de privilégier les protéines sans abuser. Elles apportent un bon effet de satiété qui permet de limiter les quantités consommées. Et elles sont indispensables à la construction d'un corps fonctionnel et harmonieux. On conseille en général autour d'1 gramme par kilo de poids de corps par jour si vous ne faites pas de sport de manière intensive. Pour un pratiquant de musculation, on sera plus proche de 2 grammes par kilo de poids de corps par jour. Personnellement, je ne pratique pas le bodybuilding, mais plutôt la recherche de force musculaire, avec un poids entre 75 et 85 kg, pour environ 1,80 m, et j'essaie de consommer environ 100 g de protéines par jour. Un produit protéiné n'est pas constitué à 100% de protéines, loin de là. Par exemple, la viande, c'est 20 à 25% de protéines sur le poids total. C'est valable pour les volailles et la viande rouge. Comme la chair peut être difficile à digérer, surtout en cas de déficit de l'estomac en acide chlorhydrique, il faut prendre le temps de bien mâcher la viande pour bien préparer la digestion. On peut aussi privilégier les abats, très riches en nutriments, ou la viande hachée, comme prédigérée en quelque sorte. Pour le poisson, on va privilégier les petits poissons gras, comme les sardines et les maquereaux, très bon marché, donc accessibles financièrement, très riches nutritionnellement, avec des oméga 3 et de la vitamine D. L'avantage des petits poissons est aussi qu'ils vivent moins longtemps et ils emmagasinent donc moins de métaux lourds. On peut aussi conseiller le saumon qui contient du sélénium, qui est un chélateur de métaux et qui permet d'intercepter ces métaux lourds et de les sortir directement de l'organisme au lieu qu'ils finissent stockés dans le foie. Pour le fromage comme pour la viande, autour de 20% de protéines sur le poids total. Il y a aussi les œufs qui sont une excellente source nutritionnelle pour les protéines, sans compter la diversité de vitamines et en particulier celles du groupe B, dont l'acide folique, ainsi que des oligo-éléments comme le sélénium, le phosphore ou le zinc. Mais l'œuf est aussi excellent pour la régulation hormonale et nerveuse, avec la choline par exemple, mais aussi le cholestérol. On ne va pas rentrer dans les détails, mais le cholestérol exogène, donc celui qui provient de l'alimentation, de l'extérieur, n'influence pas tant que ça le taux de cholestérol total qui provient aussi beaucoup de la production dite endogène, c'est-à-dire par le corps. Et surtout, il faut savoir que le cholestérol est à la source de différentes voies chimiques permettant de produire des hormones sexuelles et corticostéroïdiennes extrêmement importantes comme la testostérone ou la progestérone entre autres. On estime qu'une personne en bonne santé peut consommer 2 à 3 œufs par jour sans problème. Pour 3 œufs, ça représente environ 20 grammes de protéines au total en moyenne. On mangera les œufs ni trop cuits comme sous forme d'œufs durs car il y a une énorme perte de nutriments détruits par la cuisson, ni crus, car il y a un risque infectieux accru, comme la salmonellose par exemple, surtout pour les personnes fragiles, les enfants ou les femmes enceintes. Les œufs au plat ou pochés semblent être l'idéal. Comme autre source de protéines, on trouve les noix, les amandes, les noix de cajou, les arachides. Il y a aussi les légumineuses, comme les pois chiches, les lentilles. Mais attention, il ne faut pas en abuser, car tout comme les céréales, lorsqu'elles ne sont pas germées, les légumineuses non germées contiennent de l'acide phytique, qui est un antinutriment.
L'acide phytique ou phytate limite l'assimilation des minéraux en formant des complexes chimiques avec ces oligoéléments. Ils ne sont donc pas utilisés par l'organisme. Toujours au niveau alimentaire, pour réduire le surpoids, on peut manger des légumes crus. Les légumes ont un rapport quantité de calories sur volume ingéré faible. En gros, ils remplissent le ventre, mais contiennent peu de calories. On les préfère crus pour ne pas détruire les micronutriments et les vitamines, et aussi pour ne pas détruire les enzymes naturelles des végétaux qui facilitent la digestion. On va essayer de varier les légumes qui sont une source de micro-organismes pour diversifier les microbes du microbiote dont on a parlé tout à l'heure. Une grande variété dans le microbiote est corrélée à un fonctionnement digestif harmonieux. De plus, les légumes contiennent beaucoup de fibres qui ne sont pas digérées directement par le corps humain, mais qui sont importantes pour nourrir le microbiote intestinal et le garder en bon état. Les fibres permettent aussi de faciliter le transit intestinal et donc l'évacuation des déchets de la digestion. Ce sont ces mêmes fibres qui peuvent poser problème dans les cas de SIBO ou autres troubles digestifs pour lesquels il conviendrait de consulter un professionnel de la santé naturelle. On va manger des fruits sans excès. Bien sûr, les fruits contiennent des vitamines, des minéraux et des oligoéléments, et il est bénéfique d'en manger régulièrement. Mais pour ne pas fatiguer le foie, il faut en manger raisonnablement car ils sont riches en fructose qui sera traité directement par le foie. On va aussi adapter son régime alimentaire à son activité et ses besoins. Si on fait des sports d'explosivité et de résistance comme l'athlétisme, la gymnastique, sport de combat, la musculation, on va manger la quantité de glucides nécessaire à notre consommation énergétique sous forme de glucose et de glycogène qui seront accessibles rapidement. Si on est plutôt sur des sports d'endurance, sans recherche de volume musculaire, on peut privilégier un régime low carb, faible en glucides, éventuellement même cétogène qui sera peut-être moins oxydatif pour l'organisme. J'ai d'ailleurs aussi une vidéo pour une recette de pain cétogène très facile à faire et assez savoureux qui permet de retrouver la texture du pain avec seulement 2 grammes de glucides par tranche. Je le rappelle à nouveau, on a vu que le rétablissement d'un bon microbiote intestinal est important pour une bonne assimilation des nutriments et donc l'équilibre de l'organisme, et que ça passe par le TRE, ou jeûne intermittent, le sport et le type d'alimentation. Pour le rétablissement d'un bon fonctionnement intestinal et d'un bon microbiote, je ne vais pas rentrer dans les détails ici car ce serait trop long, et je pense faire des vidéos spécifiques sur ce sujet, mais je vais quand même parler des points importants. Le rétablissement d'une bonne fonction digestive est d'ailleurs central, pas seulement dans la perte de poids, mais aussi pour beaucoup d'états inflammatoires, de douleurs articulaires, d'allergies, de troubles intestinaux comme le SIBO, la maladie de Crohn, entre autres, et ce qu'on appelle aussi les maladies auto-immunes. La cause commune derrière ces problèmes est une anomalie dans la perméabilité intestinale ou leaky gut en anglais. Pour réduire cette perméabilité intestinale et faire en sorte que ce soit les nutriments souhaités qui passent dans le sang et non des microbes indésirables générateurs de maladies auto-immunes, on va pouvoir faire un arrêt temporaire ou définitif des produits avec du gluten, faire aussi un arrêt temporaire ou définitif des produits laitiers pasteurisés de vaches, arrêter les sucres simples, on en a déjà parlé, et manger des aliments lacto-fermentés comme de la choucroute. Je parle juste du chou fermenté, pas de la charcuterie aux effets désastreux qui va avec. On a aussi le kimchi, un plat de chou fermenté coréen, le natto japonais, des jus de légumes lacto-fermentés. On peut éventuellement utiliser des suppléments comme la berbérine qui méritent largement une vidéo spéciale. Pour terminer, sans trop détailler car chaque sujet mériterait de long développement, on va aussi essayer de gérer son stress et de gérer son sommeil. Le stress peut augmenter les niveaux d'insuline dans le sang, il est donc important de trouver des façons de gérer le stress pour maintenir des niveaux d'insuline stables. On a vu que la marche et le sport pouvaient être des solutions au stress et pour diminuer le taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, mais il y a aussi beaucoup d'autres moyens, comme le fait de s'occuper avec des activités constructives, d'être en compagnie de personnes qu'on apprécie, par exemple. Le cortisol est une hormone produite par les glandes surrénales à partir du cholestérol. Appelé hormone du stress ou de l'éveil, il joue un rôle important dans le métabolisme et les réactions anti-inflammatoires dans l'organisme. Il est très utile, mais il n'est ni normal ni souhaitable d'avoir un taux de cortisol élevé tout le temps, en particulier en fin de journée. De plus, un haut taux de cortisol est corrélé à un haut taux de glucose sanguin et donc un haut taux d'insuline. Pour le sommeil, il faudrait dormir suffisamment avec un sommeil de bonne qualité. Une mauvaise qualité de sommeil peut perturber les niveaux d'insuline. Il est donc important de dormir suffisamment chaque nuit. Le stress, dont on a parlé précédemment, et donc le cortisol vont influencer la rapidité de l'endormissement et la qualité du sommeil. On va bien sûr éviter le café et autres excitants en fin de journée. On va aussi éviter la pollution sonore et visuelle pour mieux dormir, éviter les températures extrêmes dans la pièce où l'on dort. On peut aussi essayer de trouver des moyens d'optimiser les paramètres pour s'accorder avec les rythmes circadiens ou horloges biologiques. Par exemple, au niveau alimentaire, trop de glucides le soir peuvent induire une forme d'énervement et de façon purement logique, pourquoi consommer des sources d'énergie juste avant d'aller se coucher pour dormir?
A l'inverse, les protéines en grande quantité le midi peuvent induire une forme de somnolence et une digestion plus difficile. Pour ma part, j'essaie de manger un peu plus de glucides pour le repas médian de la journée, en vue de la consommation d'énergie pour le reste de la journée, et de manger moins de protéines à ce moment-là. Le soir, je vais essayer au contraire de réduire les glucides et de manger plus de protéines pour profiter de la digestion et de l'assimilation des nutriments pour la construction musculaire pendant le sommeil. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'ici. Je récapitule donc les différents leviers dont nous avons parlé dans cette vidéo. 1. La sécrétion d'insuline. 2. La taille de la fenêtre alimentaire. 3. La consommation énergétique. 4. La qualité de l'alimentation. 5. La qualité du microbiote et de la fonction digestive. 6. La gestion du stress. 7. La qualité du sommeil. Je vous invite à regarder à nouveau cette vidéo car c'est un condensé qui contient beaucoup de choses importantes qui ne sont pas forcément assimilables en une fois. Je vous invite aussi à faire des recherches plus approfondies sur les points évoqués qui vous ont semblé particulièrement intéressants pour vous. J'essaierai, Inch'Allah, de développer plus loin certains des sujets évoqués ici dans d'autres vidéos plus spécifiques. J'espère que cette vidéo vous donnera de bonnes pistes pour vous aider dans votre recherche d'équilibre nutritionnel et physique. Merci pour vos feedbacks, vos likes, et de vous abonner si vous voulez recevoir les notifications des prochaines vidéos et améliorer la visibilité de la chaîne. À bientôt!